Et sans plus tarder, on va tout de suite aller écouter le docteur Luc Boileau qui s'adresse aux médias. Clientèle particulière, des éclosions, tout va dans le même et bon sens, de façon cohérente, et c'est très encourageant. Les sondages également qui sont faits avec le groupe Cyrano, comme ceux de l'Institut national de santé publique, nous montrent que ça va toujours dans ce même sens-là, et plus particulièrement au niveau des enfants dans les écoles. Là, je comprends qu'il y en a une bonne partie qui sont en congé scolaire, mais les indices d'absentéisme dus à la COVID vont également dans le bon sens. Donc, avec tout ça, on n'a plus devancé de 2 journées et pour nous, ça nous apparaît être important. Alors, dans les circonstances aussi d'un retour à la vie normale, vous avez entendu qu'il y a une autre étape qui est le retrait de l'obligation du port du masque ou du couvre-visage dans les lieux publics, qui va s'appliquer au cours des prochaines semaines, puis au plus tard vers la mi-avril. C'est ce que nous avons recommandé au gouvernement. On va suivre la situation de près. Et on va être capable de le dire une dizaine de journées avant au gouvernement pour qu'il puisse prendre sa décision d'accepter ou non le retrait du port du masque. Et donc, on s'attend à ce que le paysage encore évolue assez bien, mais on va être très vigilant de ce côté-là. Vous savez que la semaine de relâche, surtout il y a 2 ans, on a vu ça, et l'année passée aussi, ce sont des occasions propices d'augmenter les contacts et donc de générer des risques supplémentaires d'avoir des personnes qui vont venir du côté de l'hospitalisation et puis prendre beaucoup d'énergie de ce côté-là. Alors, c'est important de suivre ça et de se donner encore une bonne quinzaine de jours à peu près pour bien mesurer l'impact de ces périodes de congés scolaires et de prendre les bonnes décisions pour le gouvernement, c'est-à-dire de faire les bonnes recommandations pour le gouvernement qui, lui, va décider. Alors, également, au cours du mois de mai, mais pas avant le mois de mai, en toute probabilité. Avec là encore là, un bon 10 jours avant, on va être capable de retirer l'obligation du port du masque dans les transports publics. Pourquoi cette différence-là entre, d'une façon générale, dans le milieu civil et les transports publics? C'est parce que les transports publics, les gens qui les utilisent, et tant mieux, ça a toutes sortes de bonnes vertus, font en sorte qu'on ne peut pas toujours choisir là où on est, où on s'assoit, et si les gens à côté de nous porteront ou non un risque d'être contagieux. Alors, c'est pour ça que c'est important de garder le port du masque dans les transports publics plus longtemps. Et on n'est pas les seuls à faire ça. À peu près tout le monde sur la planète fait ça. Et c'est une recommandation qui va de soi du côté de la santé publique. Il y a là des considérants qui sont importants, qui sont pas toujours maîtrisés par les choix personnels, de savoir à côté de qui nous nous assoyons. Alors, c'est important aussi de retenir que le port du masque, c'est une mesure qui a été efficace. C'est une mesure même très efficace. Et de ce côté-là, on ne pourra pas continuer à l'obliger. Bien sûr, ça va devenir un choix personnel dans le cadre d'une progression vers une vie normale. Alors, il y a des gens qui peuvent se sentir plus à l'aise de le porter. C'est évident qu'ils vont pouvoir le faire. On ne recommandera pas de ne pas le porter. On va recommander de ne pas le rendre obligatoire. Alors, le port du masque va pouvoir devenir, comme je le mentionnais, un choix personnel. Ça va demeurer une bonne pratique aussi à observer pour prévenir la contamination. Il y a des contextes, évidemment, qui vont l'exiger. Par exemple, si on a des symptômes particuliers qui s'apparentent à des maladies infectieuses, et en particulier le coronavirus, ou encore si on est en présence avec des personnes qui ont une fragilité plus grande par leur immunosuppression. Donc, c'est quelque chose qui va rester de mise. Et bien sûr, tout ça va s'appliquer d'une façon différente dans les milieux de soins, dans les milieux hospitaliers, où le port du masque va continuer à être recommandé et certainement que les gens vont bien acquiescer à ça. Alors, dans une perspective plus large vers ce retour progressif à la normale, bien, on mentionnait tantôt les indicateurs jusqu'à maintenant, mais comment on voit le futur assez proche se présenter? Bien, on continue à être encouragé par les données que l'INES nous a fournies cette semaine et les projections qu'ils font, tant pour les soins
hospitaliers que plus spécifiquement les soins intensifs. Donc, tout ça va dans le bon sens. Et quand on regarde également du côté de l'INSPQ, ils ont rendu compte hier des modèles de progression de l'épidémie au cours des prochaines semaines, en tenant compte de toutes les mesures de déconfinement qui ont été mises de l'avant, et encore là, le paysage est assez positif. Il y a un risque. Il y a un risque qu'il y ait une augmentation du nombre de cas et d'hospitalisation. Ce risque-là, il est là, il est présent, il est mesuré. Il peut varier selon le nombre de contacts que les gens auront eus. Donc, il faut continuer à être prudent dans la façon dont on fait évoluer le déconfinement. Il ne faut pas courir après les risques de contagion, même s'il y aura visiblement moins de barrières pour l'ensemble de la population. Donc, il faut être prudent. Mais malgré les risques que nous avons de voir ces augmentations-là se produire, nous sommes confiants que nous sommes sur une bonne route pour sortir de cette vague pandémique et que le pire de la vague, bien sûr, est en arrière de nous. Mais si ça devait augmenter, on n'augmenterait pas jusqu'au pic qu'on a eu en janvier dernier, qui était un pic très, très élevé, vous le savez tous. Donc, la perspective est encourageante et rassurante. Et vu qu'on est dans le cadre des bonnes nouvelles, il faut continuer bien sûr à surveiller la situation, mais j'aimerais vous dire quelques mots sur un nouveau vaccin qui a été homologué par le gouvernement fédéral et qui est maintenant recommandé par le Comité d'immunisation du Québec, donc le CIQ de l'INSPQ. Alors, c'est un vaccin de l'entreprise Novavax, le Nuvoxamide, et aujourd'hui, il y a un avis qui est en ligne là-dessus, qui est un vaccin qui est fait différemment des vaccins ARN messagers qu'on connaît beaucoup là, sur Pfizer, Moderna. Donc, ça pourrait constituer une solution pour les gens qui, pour toutes sortes de raisons, sont hésitants à utiliser le vaccin ARN Pfizer ou Moderna, qui a été largement démontré comme étant sécure et efficace, là. Mais s'il y en a qui souhaitent utiliser maintenant un nouveau vaccin qui est plus fait comme les autres vaccins qu'on avait déjà avant, que ce soit pour l'hépatite B, pour le VPH ou encore le Zona. Là, c'est dans la même formulation scientifique. Donc, c'est quelque chose qui va être disponible au cours des prochaines journées, en fait, autour de la 3e semaine du mois de mars. Et on va recevoir beaucoup de doses à l'échelle canadienne. Le Québec va en recevoir plus de 220 000. Alors, il y aura la disponibilité suffisante pour toutes les personnes qui voudraient s'en prévaloir, et en particulier les personnes qui ont été hésitantes à aller vers la vaccination jusqu'à maintenant. C'est vraiment une touche particulière qui peut, pour une bonne partie, les rassurer, puisqu'il ne s'agit pas d'un ARN messager. Alors, et nos centres de vaccination sont toujours ouverts et on vous recommande toujours, pour ceux qui sont à risque en particulier, donc les personnes de plus de 60 ans qui n'ont pas bénéficié de leur 3e dose ou leur dose de rappel, de bien vouloir s'assurer qu'ils en tirent tous les avantages possibles, et on convient qu'il y a toujours ces espaces de vaccination disponibles pour vous. Alors, c'est ce que je voulais vous dire ce matin, et c'est maintenant le temps de passer aux questions. Donc, merci beaucoup. Merci, Dr Boileau. Donc, on passe à la période de questions. D'abord, dans la salle en français, veuillez vous avancer, vous nommer et nommer votre média, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Marco Bellard-Cirino du Devoir. Donc, je comprends que tu ne peux pas annoncer de date précise pour la levée d'obligation du masque en raison de la semaine de relâche. Est-ce que vous escomptez appréhender une hausse de cas qui pourrait résulter d'une hausse des hospitalisations? Oui, on anticipe qu'il y a un risque avec la semaine de relâche. Ça, c'est normal. C'est pas une grande surprise pour nous, puis on le voit partout. Nous, on a l'avantage d'avoir une semaine de relâche qui est actuellement pour une bonne partie des élèves, ou en tout cas des citoyens au Québec. La prochaine semaine sera pour une autre partie. Puis avec ça, on serait capable, j'imagine, de suivre comme il faut s'il y a eu des impacts de cela en termes de nombre de cas. On va le voir au niveau des étudiants, on va le voir également au niveau des travailleurs de la santé, on va le voir au niveau des éclosions. Et puis, avec ça, on va être capable de mesurer quel sera le bon moment pour retirer le masque au complet. On aimerait ça, que le retrait du masque soit avant la mi-avril. On sait qu'il y a beaucoup d'attentes de ce côté-là, même s'il y a des gens qui sont inquiets justement de voir que le masque va se retirer, mais il en demeure pas moins que c'est pas une obligation de l'enlever, ça va être simplement le retrait de l'obligation de le porter. Alors, on a espoir de pouvoir recommander au gouvernement de ramener la date plus tôt qu'à la mi-avril,
peut-être au début avril ou à la fin du mois de mars ou même bientôt. Et vous, docteur Boileau, vous en connaissez plus que quiconque, peut-être au Québec, en fait, avec vos experts de l'équipe de la direction de la santé publique. Allez-vous continuer de porter le masque après la levée de l'obligation? Bien, surtout quand je vais faire de la plongée. C'est sûr qu'à ce moment-là, je vais le porter plus souvent. Mais si moi, je vais le porter, c'est parce que vous me demandez de vous dévoiler quelques maladies que je pourrais avoir. Et puis, chose certaine, c'est que si je sens que je serai plus protégé avec ça, je vais continuer à le porter. OK, mais comme bon père de famille, est-ce que vous allez recommander à vos proches de continuer, suggérer à vos proches de continuer de porter le masque après la levée de l'obligation? Ben, écoutez, en fait, je vous dirais comme bon père de famille que j'essaierai d'évaluer c'est quoi le risque pour les enfants qui ont déjà fait la COVID. Je vais leur dire que c'est pas vraiment utile. Pour ceux qui ont une petite maladie comme l'asthme ou autre, ça peut être utile, particulièrement, bien sûr, dans le transport en commun, même après qu'on l'aura levé, puis de continuer à être prudent. Donc, ça va varier d'une personne à l'autre. Mais je pense que les gens pourront faire ces choix-là et on va s'assurer de mettre ça assez clair lorsqu'ils seront appelés à faire leur choix individuel. Qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bien. Second micro dans la salle, s'il vous plaît. Oui, bonjour, M. Boileau. Naomi Gelpert du journal Métro. Vous avez dit que c'était important pour vous de reculer de 2 jours les assouplissements donc du 14 au 12 mars. J'aimerais savoir, c'est une très mince différence, là, donc pourquoi c'était nécessaire, en fait, à quel point c'était nécessaire de faire ce recul-là de 2 jours seulement? En fait, c'était pas nécessaire, mais je pense qu'il y a beaucoup d'attentes de ce côté-là, de la population, de voir est-ce qu'on peut tirer avantage de notre bonne situation. Tout le monde y a participé et la recommandation qu'on a faite au gouvernement a été acceptée rapidement pour dire, ben, très bien, si on peut devancer 2 jours, tant mieux. C'est la même chose que nous avions fait le mois passé, du 14 février, on l'avait ramené le 12 février pour une série de mesures pour permettre aux gens de pouvoir aller dans les restaurants plus nombreux, de pouvoir bénéficier aussi d'une vie sociale plus élargie. Alors, je pense que les indices vont de ce côté-là. On préfère attendre le 12 parce que le retour de la semaine scolaire peut avoir augmenté des contacts et donc se donner un espace plus, je dirais, moins à risque qui était le 12. Mais on ne reviendra pas pour le reproposer le 14, le 12, c'est le 12. Génial. Et j'aimerais aussi savoir s'il y a eu des changements dans le processus décisionnel de la santé publique depuis que vous assurez l'intérim versus quand c'était M. Arruda. Bien, je vous dirais que moi, j'arrive avec une expérience qui était moindre dans la gestion du coronavirus. J'étais dans des dispositions hautes. Là. Je dirigeais un institut national qui n'était pas porté exclusivement sur l'épidémiologie du coronavirus, vous le savez. Alors, j'ai dû, bien sûr, m'adapter au mandat qu'on me donnait, mais aussi faire en sorte de pouvoir tirer avantage du plus grand nombre d'experts autour de moi. J'ai l'air seul aujourd'hui, mais je peux vous assurer qu'ils sont tous... là, c'est un travail d'équipe et c'est un travail qui vient chercher les expertises là où elles sont et les consultations qu'on doit faire. Donc, je ne peux pas vous dire comment c'était avant parce que j'y étais pas dans cette fonction-là, mais je pense qu'en ce moment, ça va très bien. Puis, une chance que j'ai tous ces experts-là, que j'ai accès à tous ces experts-là dans le gouvernement, comme dans les institutions, comme dans le milieu clinique, comme dans la société, comme dans les universités. Et on tire avantage de tout ça d'une façon la plus organisée possible. Merci beaucoup. Prochaine question, on passe en virtuel. Donc, Alain Laforêt de TVA. Bonjour, Dr. Boileau. Bonjour, M. Laforêt. J'aimerais savoir, avec la fin du port du masque, de levée de mesures, on peut penser mi-mai, qu'en est-il de l'obligation de rester à la maison 5 jours? Est-ce que ça tombe ou garder cette mesure? En fait, les mesures qui sont proposées sont des mesures pour faciliter le retour à la vie normale, mais le virus, lui, il ne change pas. Il reste un virus qui est très contagieux, un virus qui pourrait devenir plus contagieux là, si on change avec le BA2. Donc, on a des indices qui est présent, mais qui n'augmentent pas rapidement, ça nous rassure. Mais le virus, lui, ne changera pas. De sorte que quand on fait une maladie et qu'on est infecté, là, on reste contagieux pendant plusieurs journées. Alors, les règles autour de la gestion de la contagion, la gestion des contacts, elles ne changeront pas parce que, évidemment, on voudrait bien changer les paramètres du virus, mais on n'est pas capable. Donc ça va rester, M. Laforêt. En seconde. Donc,
Ce que ça veut dire, c'est que là, vous levez les mesures pour l'été, on a une accalmie. Ça ne veut pas dire que ces mesures-là ne reviendront pas en septembre, en octobre, en novembre, avec une obligation de peut-être avoir une autre série de vaccinations. Tu ne peux pas écarter ça. Bien, actuellement, on n'a pas obligé la vaccination, on ne l'a jamais obligé, on la recommande toujours et on recommandera selon l'évolution de l'épidémie. Et donc, s'il y a toujours cet Omicron qui circule et qu'il y a une diminution de l'immunité chez chacune des personnes qui aura bénéficié de la vaccination ou qui se sont fait infecter, ça, on va suivre ça de très près. On saura recommander au bon moment s'il y a lieu d'aller chercher une nouvelle dose de rappel dans le cadre d'une évolution possible de la contagion de l'Omicron, c'est-à-dire de sa présence toujours dans la communauté et des risques qu'elle soit de plus en plus contagieuse, puisque, comme je le mentionnais, l'immunité pourrait baisser. Mais on regardera dans le futur, on va se tenir très au courant de l'évolution épidémiologique et on va prendre tous les moyens pour regarder cela avec à l'avance, donc de ne pas se faire surprendre. Mais on n'est pas à l'abri, je l'ai déjà mentionné. Je disais, on n'est pas à l'abri d'un nouvel astéroïde qui nous tombe dessus avec un nom grec. Là, ce que ça veut dire, c'est l'Omicron, quand c'est arrivé, il n'y a personne qui l'a vu venir. C'est arrivé. On le sait que c'est possible. On a cette expérience-là. Pas juste avec l'Omicron, on l'a eu avec le Delta, avec les autres avant. Ce sont des variants qui prennent forme chez le virus et qui prennent le dessus sur les autres qui sont là déjà et là qui contaminent plus avec leurs propres caractéristiques. C'est ça qui est arrivé avec l'Omicron. Il va-t-il y en avoir un autre? Ben, il y a le BA2 en ce moment qui nous joue dans les pattes un peu. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Ça, je ne le sais pas. Personne ne le sait. Mais chose certaine, c'est qu'on va être solidement prêt pour suivre ça, pour voir ça arriver et pour prendre les bons gestes lorsqu'ils sont requis. Mais on espère bien que dans les circonstances actuelles, avec tous les efforts qui ont été faits, on aura une très belle et longue période d'accalmie, la plus longue possible. Merci. Prochaine question, Henri Ouellette-Vézina de La Presse. Oui, bonjour M. Boileau. Vous parlez d'un préavis là, que vous vous donnez quand même pour le retrait du masque, le fameux préavis de 10 jours. Avez-vous comment dire, ce préavis-là va dépendre de quoi exactement? On comprend que ça va être les hospitalisations puis les cas, mais avez-vous des critères très précis là, qui vous feraient, par exemple, revenir ou non sur votre décision? Oui, on a regardé comment l'évolution pouvait se projeter. Jusqu'à maintenant, on voit une baisse constante. C'est une baisse qui est encore là au niveau des cas, au niveau des hospitalisations, des soins intensifs, tout ça, et qui va probablement atteindre un certain plateau, puisqu'il y aura toujours cette contagion qui va tourner dans la communauté. Encore là, il pourrait diminuer si les gens restent prudents et vont bénéficier, pour ceux qui sont à risque, de la vaccination. Mais si on voit qu'il y a un plateau qui s'installe, ça ne nous inquiétera pas beaucoup. Si on voit qu'il y a une augmentation qui s'installe, probablement qu'on va être à ce moment-là un peu plus restreint à enlever le port du masque. Mais on ne dépassera pas le 15 ou la mi-avril. C'est la recommandation qu'on fait au gouvernement. Ce n'est pas à nous à décider, c'est au gouvernement, mais nous allons suivre cette évolution et on anticipe qu'elle ne pourra pas dépasser la mi-avril, puisque s'il y a une augmentation des cas, notamment avec la semaine scolaire, on ne verra pas ça se poursuivre là, au-delà du 15 avril. Donc, toute la modélisation nous amène à croire qu'à la mi-avril, là, on va être à nouveau, s'il y a eu une augmentation, sur une pente descendante et ça va être correct. En sous-question? Oui, merci. En sous-question, j'aimerais juste vous entendre sur l'avenir des grands centres de vaccination vu, on le sait, notre ralentissement de la campagne de vaccination. On entend beaucoup que les grands centres de vaccination, finalement, seraient eux aussi appelés à peut-être à disparaître là, d'ici le début avril et qu'on se tournerait plus vers, finalement, une stratégie locale de vaccination. Comment vous voyez la transformation de la campagne dans les prochaines semaines? Bien, écoutez, ce sont des collègues à moi qui gèrent tous ces grands centres-là et l'organisation de la vaccination. D'ailleurs, on aura remarqué que ça a été une gestion remarquablement efficace, là, parce que le Québec bénéficie d'un taux de vaccination qui est enviable à peu près de partout sur la planète. Donc, ça a été très efficace. Maintenant, il ne faut pas non plus maintenir des infrastructures de services comme ça s'il y a moins de besoins de vaccination. Donc, il
ils sont en train de revisiter la façon dont on répartit les centres de vaccination et les modalités pour y avoir accès. Le vaccin aussi, il y a ses exigences. Il y a certains vaccins qui commandent d'être préservés à grand froid. Il y en a d'autres qui ont d'autres caractéristiques, comme celui de Novavax. C'est un vaccin qui est beaucoup plus facile à maîtriser, qu'on va pouvoir mettre dans les pharmacies, qui n'a pas besoin d'être maintenu congelé. Donc, il y a des variations comme ça dont on doit tenir compte, mais certainement que les dispositifs actuels vont aller en diminuant. Si jamais on a besoin de relancer des doses de rappel à un moment plus tardif dans l'évolution de toute cette endémie-là, ben, les gens pourront réorganiser à nouveau les services et ne pas souffrir d'un manque d'accès. Ça n'a vraiment pas été le cas. C'est ce qui a rendu le tout de ces campagnes-là remarquablement efficaces, c'est qu'il n'y a pas eu de problème d'accès du tout. Voilà. Merci. Prochaine question, Louis Lacroix de Cogeco. Bonjour, M. Boileau. Bonjour. Qu'est-ce que vous recommandez pour le port du masque dans les hôpitaux? Est-ce que la recommandation que vous faites, ou en fait le retrait de l'obligation, touche aussi les hôpitaux et les CHSLD, là où il y a eu, bien sûr, dans les CHSLD, éclosion importante et tout le drame qu'on connaît, mais dans les hôpitaux, évidemment, il y a la présence de gens qui ont la maladie, bien souvent, qui sont hospitalisés. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans les hôpitaux? La recommandation que nous avons faite au gouvernement, ce n'est pas de s'implanter, ne vise pas les hôpitaux ou les milieux de soins. Par exemple, même si les CHSLD sont des milieux de vie, ce sont des milieux, vous le dites très bien, qui portent plus de risques et on va recommander de maintenir le port du masque de ce côté-là. La même chose pour les hôpitaux en ce moment. Il y a d'autres virus aussi qui circulent. Il n'y a pas que le coronavirus. Il y a d'autres virus potentiels qui affectent les risques de la population et en particulier dans des unités très spécialisées où les gens sont immunosupprimés. Il faut être très, très prudent. Donc, pour nous, on garde le port du masque. C'est ce qu'on a recommandé au gouvernement, de garder le port du masque. Et je vous avoue qu'on n'a pas eu beaucoup de difficultés pour tous les dirigeants et les responsables des hôpitaux d'entendre ça ou des CHSLD. Par contre, dans le milieu communautaire, comme les RPA, là, bien sûr, les résidences pour personnes âgées, ça s'applique comme dans la communauté. Il y a quelques-unes qui ont des unités très spécifiques qui sont apparentées à des unités de soins où là, ça va être continué, mais ça va bien se vivre. Et on ne recommande pas pour l'instant de retirer l'usage du masque dans les milieux de soins. En sous-question? Oui, on fait quoi, par exemple, dans des secteurs très, très clos, je pense? Alors, c'est le docteur Luc Boileau qui est le directeur par intérim de la santé publique, donc directeur national du côté du Québec. Il répondait aux questions des journalistes parce qu'il a fait le point aujourd'hui sur la situation de la COVID au Québec. On sait qu'on s'en va vers un retrait du masque, une recommandation qui ne sera plus obligatoire. Et c'est ça qu'il faut retenir ce matin. Ça va être un choix personnel. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne verra plus de couvre-visage autour de nous. Il y a peut-être des gens qui vont faire le choix de continuer à le porter. Seule exception pour le transport public. Donc, il va falloir continuer à le porter, du moins jusqu'à la mi-mai. La santé publique se garde quand même un peu de temps pour voir un peu comment l'épidémie va évoluer, surtout dans les prochains jours. On essaiera de voir quel sera l'impact du congé scolaire, mais on peut vous dire que les choses vont quand même assez bien du côté du Québec.